Bonjour! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux cartoons Disney qui sont sortis après Blanche-Neige et avant Pinocchio, donc entre 1937 et 1939. Et c'est une période importante pour les courts-métrages, car c'est le moment où Donald a droit à sa propre série. Bien sûr, elle était déjà apparue aux côtés de Pluto dans Donald et Pluto l'année précédente. Maintenant, il a droit à son visage sur les cartons-titres. Dès le 9 janvier 1937, on retrouve Don Donald, où il rencontre une canne, aussi colérique que lui, au Mexique. La canne n'est pas encore Daisy, mais Donna, et dans cet épisode, Donald échange son âne contre un prototype de sa 313 pour impressionner Donna. Mais sa voiture va se montrer plus têtue que la mule. Un épisode drôle qui fait figure d'épisode type. Plus tard, on aura les inventions modernes, où Donald entre frauduleusement dans un musée de robots, et il va le regretter amèrement. J'aime bien le gag récurrent avec les chapeaux. Et en décembre, on a droit à l'autruche de Donald, qui évidemment fait des siennes. L'année suivante, on entend Philippe Dumas dans Le sang-froid de Donald. Nous abordons la colère avec le sourire. Et on rencontre l'ange gardien de Donald. Dans cet épisode, Donald est apparemment plus jeune que d'habitude. Il porte des livres et il doit être un bon petit garçon en allant à l'école. Alors que son diable gardien lui intime plutôt d'aller s'amuser, son ange gardien reprend le dessus et l'emmène vers le chemin de l'éducation. 1938, on a également Les Neveux de Donald, où Riri, Fifi et Loulou font leur toute première apparition dans un cartoon. Fifi étant pour l'instant habillée en orange et non en bleu. On a également Trappeur Arctique avec Dingo. On fait également la rencontre de Gus Glouton, le cousin de Donald. Et dans Chasseur d'autographes, Donald passe son temps à chasser les stars d'Hollywood pour obtenir leur autographe. Et à la fin, on se rend compte que Donald est lui-même une star. Sur ces 3 ans, Donald apparaît dans 17 courts-métrages, soit autant que Mickey. Il nous donne de très jolies prestations, par exemple dans Le mouton devient loup, où il rend les gens gentils méchants et les gens méchants gentils. On le voit aussi magicien en compagnie de Donald, et il est souvent avec Donald et Dingo, par exemple dans Chasseur d'élan, et dans le plus connu, Les nettoyeurs d'horloges. On a aussi un petit court-métrage un peu plus épique avec Le brave petit tailleur. Mais il y a surtout mon préféré, La remorque de Mickey. Notons que dans Chasseur de baleines, Mickey, Donald et Dingo chassent une baleine qui nous rappelle un peu quelque chose. D'ailleurs, à un moment, ils se retrouvent à l'intérieur de la baleine et s'en échappent en la faisant éternuer. Ça me dit quelque chose. Notons que Donald n'est pas le seul à avoir droit à sa propre série dorénavant, puisque en novembre 1937, on a droit au quintuplé de Pluto, où Pluto s'occupe des enfants qu'il a eus avec la chienne Fifi, mais tout le monde finit coloré et ivre. Et en 1939, nous avons Dingo et Wilbur, où Dingo va à la pêche avec son verre Wilbur, qui est plus au centre de l'attention pour l'instant. Et ces 3 années verront également la fin des symphonies folâtres. En 1937, nous en avons seulement 3, dont Petit Iwata, qui nous montre un petit Indien qui apprend à chasser, mais au dernier moment refuse de faire du mal aux petits animaux qui le lui rendront bien. Et en novembre, on a la sortie du Vieux Moulin, qui raconte simplement la vie des animaux d'un vieux moulin au cœur d'une tempête, mais qui est particulièrement beau et qui est l'un des premiers à utiliser la caméra multiplane. Il remportera d'ailleurs l'Oscar. L'année suivante, on a 5 symphonies folâtres, notamment La Merloie va à Hollywood, qui est une parodie d'Hollywood. Et en 1939, nous avons seulement 2 symphonies folâtres, avec le dernier épisode avec le cochon pratique, où le loup se déguise en sirène, mais est soumis à un détecteur de mensonges et à une boîte à attraper les loups. Et enfin, on a Le vilain petit canard, réalisé par Jack Cuttinge et sorti en avril. C'est un remake en couleur de la symphonie folâtre de 1931, et qui est extrêmement beau, extrêmement touchant, et
qui remportera lui aussi l'Oscar du meilleur court-métrage. Enfin, on peut noter la sortie d'un court-métrage en 1938 qui n'est pas considéré comme un symphonies-folâtre, mais qui rentrerait très bien dans cette catégorie. Ferdinand le taureau. C'est un taureau qui aime les fleurs et qui n'aime pas se battre. Et lorsqu'il est capturé et lancé dans une corrida, c'est également lui qui remportera l'Oscar du meilleur court-métrage. En vous parlant de la première apparition de Donald, de Riri, Fifi, Loulou et de Gus, j'ai envie de vous parler des comics Disney. En effet, dès 1929, Mickey apparaît dans une bande dessinée scénarisée par Walt Disney lui-même et illustrée par Ub Iwerks. La planche quotidienne est publiée dans le New York Mirror et la première histoire à suivre sera dans Perdu sur une île déserte. En 1930, après le départ d'Ub Iwerks, la BD est reprise par Floyd Gottfredson pour La Vallée de la Mort, transforme Mickey en personnage jeune et docile, plus cohérent que la version de Disney. Il sera bientôt rejoint par 2 assistants, Ted Osborne et Meryl de Maris. En Angleterre, c'est le dessinateur Wilfred Houghton qui reprend Mickey en 1930 pour Mickey Mouse Annual, dans un style aussi très professionnel. Et Mickey lance aussi les BD Disney italiennes avec le Topolino de Guglielmo Gustaveglia. Retour aux États-Unis en 1931, où les BD sont publiés en album dans Les Aventures de Mickey Mouse, ainsi que dans Mickey Mouse Movie Stories. Ces albums arriveront en France, mais retravaillés par Magdeleine de Genestou, rédactrice chez Hachette, qui remplace les dialogues par des textes descriptifs et adapte les 2 premières séries en un roman Mickey et Minnie en 1932. Vont ensuite arriver des Little Big Books, des livres pop-ups, des livres d'histoire et des magazines, comme Mickey Mouse Magazine ou Topolino en Italie. Topolino est d'ailleurs le premier hebdomadaire au monde à regrouper des BD Disney, en 1932. Il comptait initialement 8 pages, mais à partir de 1935, la publication est reprise par les éditions Mondadori, qui publient aussi la première BD de SF italienne, par Yambo, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo. En plus des bandes dessinées Disney, il présentait des productions d'autres auteurs américains comme Winsor McCay et italiens. À partir de 1937, le nombre de pages passe de 8 à 16, mais en 1938, le fascisme exige la cessation d'histoire américaine et les Italiens vont donc publier leurs propres histoires, mais simplement en remplaçant les héros d'autres histoires comme Saturnin Farandoul par Mickey. Aux États-Unis, un premier magazine regroupant les strips quotidiens est lancé en 1933 par Kay Kaman, le représentant merchandising de Disney. Mickey Mouse Magazine est un livret de 16 pages, dont une de BD. C'est plus un moyen d'attirer les enfants dans les magasins. En 1935, la mouture est changée pour un magazine de 44 pages, avec au moins 3 histoires en BD et 2 en roman, des blagues et des jeux. Au Royaume-Uni, sur le même modèle, sort à partir de 1937 Mickey Mouse Weekly. Le magazine commence à être publié en 12 pages, dont 4 en couleur, avec des histoires états-uniennes, mais aussi celles de Wilfred Houghton. De janvier à septembre 1937, le magazine de Mickey Mouse sortira à Zurich sur le même modèle, avec des BD traduites de l'anglais, mais aussi des infos sur le monde de Mickey. Et en France, le tout premier journal de Mickey est sorti le jeudi 18 octobre 1934, fondé par l'éditeur Paul Vinclair. Il coûte 30 centimes de l'époque et comporte 8 pages, grand format, dont la moitié en couleur. On y trouve 9 BD, dont une histoire de Mickey, 2 romans, 6 rubriques d'infos. Devant le succès de toutes ces BD, Disney va adapter d'autres histoires, notamment les symphonies folâtres tous les dimanches, dont Une petite poule avisée, écrite par Ted Osborne et dessinée par Al Taliaferro, qui était jusque-là encreur pour Mickey. À nouveau, les Italiens sont les premiers à sortir un magazine dédié aux symphonies folâtres avec Les Trois Petits Cochons en 1935. Aux États-Unis en 1936, les BD dominicales sont publiées sous le titre de Silly Symphonies featuring Donald Duck. Puis en 1937, simplement Donald Duck. Al Taliaferro et Ted Osborne, qui avaient fait l'adaptation d'une petite poule avisée, continuent de prendre en charge le personnage. Et c'est en 1938, dans un strip d'Al Taliaferro, que se fera la première apparition des neveux de Donald, avant d'apparaître au cinéma. Le même scénario se répète pour Gus, le cousin de Donald.
Une fois de plus, les Italiens sont les premiers à publier un magazine dédié à Donald avec Paperino et Altre Avventure en 1937. Ils publient des histoires de Donald écrites et dessinées par Federico Pedrocci, le fondateur du journal, et parmi elles, Donald et le mystère de Mars, qui est sorti en France. On n'a écrit qu'une petite dizaine d'histoires, inspirées du style Taliaferro, mais très importantes dans l'histoire des BD canardesques.